Bonsoir. Bonjour à toutes et à tous. Euh, déjà, je remercie Laure d'avoir eu cette proposition de faire malgré tout la conférence qui était prévue initialement le 15 au soir sur place au Centre d'art de Port-de-Bouc. Et donc grâce à la technologie moderne, eh bien écoutez, je la fais du confort de mon appartement, et donc c'est indirectement, donc j'ai le plaisir en même temps d'être spirituellement avec vous ce soir pour cette proposition, puisque on a décidé avec Laure de vous présenter donc, de prendre ce sujet. Donc une conférence consacrée à un thème un peu original, qui est le thème de l'égyptomanie, ou plutôt les égyptomanies, je l'avais mis au pluriel. Les raisons d'une idée qui peut paraître un peu saugrenue. En fait, l'origine de cette conférence spécifiquement, c'est un cours que j'ai tenu pendant un an au Centre d'art plastique de Châtellerault, où j'enseigne l'histoire de l'art. Comme il y a des cycles chaque année, une année j'avais eu cette idée comme ça de proposer ce thème-là, parce que c'était original. Et l'idée étant de montrer et d'essayer de parler de la survivance de l'Égypte, ou du moins du regard qui est porté sur la civilisation égyptienne par les siècles et les civilisations qui ont succédé jusqu'à nos jours. Alors évidemment c'est axé surtout sur l'Europe et l'Amérique. Je pense qu'il y a aussi des égyptomanies dans d'autres pays du monde qui doivent être à découvrir. Sachant que rien que ce côté-là déjà, c'est un sujet qui est très vaste, qui est complexe, alors qui est pas forcément évident à borner non plus, mais qui est intéressant parce qu'il permet comme ça de dire beaucoup de choses sur, alors non pas sur l'Égypte elle-même, mais sur le regard que différentes périodes, différentes sociétés ont eu sur l'Égypte. Quand on parle d'Égypte aux gens aujourd'hui, si on va par exemple au musée du Louvre, les départements les plus populaires au niveau de la fréquentation au musée du Louvre, il y a bien sûr la peinture italienne, parce qu'il y a la Joconde, et la Grande Galerie, et vous avez l'Égypte. L'Égypte, c'est toujours bondé de monde. Vous allez en Antiquité orientale, donc la Mésopotamie, tout ça, il y a deux pelés, trois tondus dans la salle, il n'y a personne. La sculpture allemande du XVIe siècle, on a la salle pour soi tout seul, même en heure de pointe. Mais l'Égypte, c'est toujours bondé. Il y a eu une expo de Toutankhamon il n'y a pas très longtemps à Paris qui a attiré une foule énorme. Les documentaires sur l'Égypte sont très populaires. Dès qu'on est enfant, on se passionne pour l'Égypte. Je ne vous cache pas que moi, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup ça, j'étais fasciné par ça. Et c'est vrai que l'Égypte fascine. Elle fascine peut-être plus que d'autres civilisations anciennes. Elle est plus populaire, surtout aujourd'hui. Alors, on peut se demander pourquoi. Alors c'est vrai que il y a une des raisons qui revient souvent, c'est que c'est une société, une civilisation qui est quand même assez mystérieuse, hein, il faut dire. C'est une civilisation qu'aujourd'hui on comprend beaucoup mieux. Il y a quand même eu depuis 200 ans des recherches qui ont été faites. Aujourd'hui, on est quand même, surtout en France et en Angleterre et en Allemagne, on est comme très très pointu sur les connaissances sur l'Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes vont bientôt avoir un magnifique nouveau musée au Caire. Enfin voilà, c'est quand même une attraction touristique importante pour l'économie du pays et tout. Donc c'est vrai que c'est une société qu'on connaît quand même assez bien aujourd'hui par rapport à ce qui était le cas de la Renaissance au XVIIIe siècle. Et pourtant, ce que les gens associent à l'Égypte, alors évidemment il y a ce côté mystérieux. Il y a, et je fais simple parce qu'on a un temps limité, mais il y a bien sûr les dieux, les divinités, il y a les momies, les tombes, donc ce côté un peu macabre, un peu inquiétant, ça fait un peu peur l'Égypte. Hein, vous pensez à la malédiction du Toutankhamon, tout ça, alors effectivement il y a toute cette espèce de mythologie qui a été mise en place par la littérature, le cinéma, la bande dessinée, pensez Tintin, pensez Blake et Mortimer, enfin tout ce que vous voulez, et même des films et des séries télé récentes. Il y a aussi ce côté étrange. Il y a les hiéroglyphes, c'est cette langue qui est en fait des images, mais qui paraît incompréhensible et qui paraît très ésotérique. Et finalement, ce qui revient très souvent,
dans l'Égypte, cet aspect mystérieux, en fin de compte. Les pyramides, comment ils ont fait pour construire ça? Alors aujourd'hui, on le sait à peu près, hein, c'est des choses qu'on connaît. On sait même pourquoi, comment c'est apparu. On sait que ça vient du mastaba, et qu'ensuite on a empilé, puis qu'il y a la pyramide à degrés. Bon, je ne vais pas faire un cours sur l'égyptologie, mais c'est l'idée, sachant qu'aujourd'hui on le sait, et en même temps, si vous allez sur Internet, si vous regardez, il y a des tonnes de vidéos, de documentaires plus ou moins douteuses sur le rôle des extraterrestres dans la construction des pyramides, ou sur les propriétés miraculeuses de je ne sais quel onguent qui était utilisé par les Égyptiens, etc. C'est-à-dire qu'on va retrouver encore aujourd'hui des gens qui croient dur comme fer. C'est pas un reproche que je fais, parce que finalement, c'est pas nouveau, qui croient encore à des choses qu'on peut retrouver dans les fantasmes de l'Égypte, qui datent du un peu du Moyen Âge, de la Renaissance, du 19e siècle, et alors que, voilà, paradoxalement, on comprend beaucoup mieux les choses. Et ce que je veux montrer aussi, c'est que c'est pas nouveau, en fin de compte, sachant qu'on peut aller très très loin pour parler de l'égyptomanie. Alors, l'égyptomanie, c'est pas l'égyptologie, hein, c'est un terme qui est plus ou moins inventé. On parle plutôt d'égyptomania, c'est un terme qui est apparu au 19e siècle. Il y a eu une très belle expo en 95, 96, ces années-là, qui était consacrée justement, qui s'appelait Égyptomania, et qui parlait du renouveau du style égyptien et des motifs égyptiens dans les arts et les arts décoratifs, grosso modo de la fin du 18e siècle aux années 1920. Ça couvrait cette période-là. Moi, là, je couvrirai une période beaucoup plus large, hein, parce que je vais des Romains à nos jours. J'ai peur de rien. L'idée étant aussi que ça commence pas non plus. Alors c'est vrai que vous avez peut-être déjà entendu parler ce qu'on appelle le style retour d'Égypte. Euh, voilà tout ce qui revient après les campagnes napoléoniennes. Mais en fait, régulièrement, l'Égypte est à la mode. On pourrait même remonter assez loin et parler carrément d'une égyptomanie égyptienne, puisque à la fin, alors c'est quand même une civilisation qui a duré plus de 2000 ans, hein, donc c'est quand même assez exceptionnel, une durée de vie spectaculaire, une stabilité pendant très très longtemps, c'est quand même assez impressionnante, une unité dans son art. À moins d'être un égyptologue, le commun des mortels a du mal à voir la différence entre voilà, quelque chose qui date du tout début de l'Égypte, de quelque chose qui va dater de l'époque des Romains, comme je vais vous montrer là par exemple. Parfois c'est surprenant. Il y a une cohérence stylistique, une espèce de rigueur comme ça qu'il n'y a pas dans l'art grec, qu'il n'y a pas, voilà, qui fait qu'elle est très différente. Et dès la fin de l'Antiquité égyptienne, surtout après l'invasion perse, parce que quand les Perses ont pris l'Égypte, c'était quand même la première fois en quasiment presque 2000 ans d'histoire que le pays avait été vaincu. Ça a été un tel traumatisme que lorsque l'Égypte est revenue, enfin repris le pouvoir, les pharaons ont mis en place ce qu'on pourrait appeler une forme d'égyptomanie, c'est-à-dire qu'on s'est remis à faire des pyramides, par exemple. Alors, ce n'était pas des pyramides comme celle de Khéops, ou voilà, c'était plus petites, mais c'est des motifs qui vont revenir. On va commencer à faire des choses qui rappellent le style de ce qui datait du temps des tout premiers pharaons, par exemple. C'est tout à fait comparable à ce qui s'est passé, par exemple, en France, quand vous avez Viollet-le-Duc au milieu du 19e siècle, qui va d'un seul coup commencer à construire des cathédrales dans le style gothique, parce que ça rappelle, pour différentes raisons, mais notamment parce que c'est la France d'après la Révolution, et d'un seul coup, on fantasme sur le passé, et voilà. Donc, le style de quelque chose, la reprise, la renaissance de quelque chose, il y a souvent un discours politique hein, qui est derrière. L'art phénicien, par exemple, ou l'art nubien du royaume de Couche, qui date de l'époque où l'Égypte est encore une grande civilisation, on retrouve des dieux égyptiens. Il y a des objets, on pourrait tout à fait croire que c'est égyptien, alors que non, ça a été fabriqué dans le Liban actuel ou dans le Soudan actuel. Donc c'est quelque chose qui remonterait même avant l'Égypte, et qui finalement, voilà, le sujet, c'est on commence à tirer le fil, c'est un sujet qui est assez infini. Alors, je vais commencer, alors je ne sais pas trop comment on va procéder, j'envoie séparément les photos, donc normalement c'est voilà, les petites mains de l'école d'art qui vont insérer les images, donc là on peut mettre la première, que moi je regarde donc sur mon écran sous les yeux. Et je vais commencer avec les Romains, en fin de compte. Alors, la première égyptomanie, on va dire vraiment exotique, et qui a qui arrive après l'époque égyptienne. Alors, c'est dès la fin, en fin de compte, c'est dès l'époque d'Auguste. Après la bataille d'Actium, alors comme vous le savez sûrement déjà, en 31 avant Jésus-Christ, il y a une des batailles navales les plus célèbres de l'histoire, hein, c'est donc Auguste qui va reprendre l'Égypte à Cléopâtre et Antoine. Sachant que donc c'est une période, c'est la fin
finalement de l'Empire égyptien. Dès lors, on s'est rendu compte, alors peut-être dû aux références à cette bataille, et d'ailleurs là vous avez une médaille, je vous ai mis, c'est pas une médaille, c'est un denier d'argent, où vous avez d'un côté, vous voyez le profil d'Auguste, hein, Caésar, c'est écrit, et de l'autre, vous avez un crocodile, où il est marqué Aegypto capta, donc l'Égypte prise, l'Égypte capturée, et vous voyez que l'Égypte est représentée par un crocodile, qui est donc un des animaux effectivement du Nil, qui pour les Romains était bien sûr un animal exotique. Et alors, le motif par exemple du crocodile, c'est quelque chose qu'on va trouver dans l'art romain, fabriqué en Italie, hein, à partir de l'époque d'Auguste. Et on va connaître, alors à Pompéi, voilà, dans les premiers, autour du 1er siècle, hein, à ce moment-là, il y a une égyptomanie romaine, hein, qui est très présente, et qui se traduit dans l'art. Alors je vais juste vous montrer l'image suivante. Voilà, ça, si je vous montrais ça, bon, vous direz que c'est égyptien. Alors oui, c'est égyptien, sauf que c'est l'empereur Auguste. Voilà, c'est l'empereur Auguste qui est représenté par les Égyptiens en pharaon. Alors encore une fois, c'est une manière, alors c'est le temple de Dendera, hein, il y a beaucoup de temples comme Philae, tout ça, qui sont très connus, très visités, mais qui sont finalement très tardifs, hein, qui ont été faits à l'époque de l'occupation romaine. On continue à utiliser les hiéroglyphes. Alors plus on avance dans le temps, à la fin il y aura quasiment que les prêtres, et je crois que les derniers exemples c'est au IVe siècle après Jésus-Christ, ce qui est très tard, hein, quand même, à Philae, où on trouve les hiéroglyphes les plus tardifs. Et encore même à ce moment-là, il y avait peut-être qu'une vingtaine de personnes qui comprenaient ce que ça voulait dire. Et en plus, c'était un langage qui avait été un peu, j'aime pas ce terme, mais un peu corrompu, transformé. Ici, Auguste est représenté en pharaon pour des raisons politiques. C'est voilà, le chef d'État, c'est l'empereur, il tient, vous voyez, le disque solaire dans ses mains, et donc c'est pour vous montrer que Rome va s'approprier l'image égyptienne, comme les Romains savaient faire, hein, ils s'appropriaient tout pour pour s'insérer, pour provoquer donc des symbioses, hein, de peuples et de civilisations. Et on dit toujours que Rome s'est inspiré de la Grèce, mais on a longtemps sous-estimé l'importance et l'influence de l'Égypte dans la construction de l'identité de la civilisation romaine. Il y a différentes raisons. Il y a un manque de connaissances, il y a une réticence à l'appréciation de l'Égypte, pour des raisons à la fois philosophiques, pour justement ce que je vous disais, ce côté ésotérique, mystérieux, étrange, qui ne fait pas sérieux, mais aussi un certain racisme en fin de compte, hein, qui veut voir l'origine de la civilisation européenne uniquement dans la Grèce, et surtout pas de l'Égypte, ce qui sous-entendrait une origine sur le continent africain. Et là, je vous laisse comprendre par vous-même pourquoi au XVIIIe, XIXe siècle, ce sont des questions qui font débat. Mais aujourd'hui, on reconnaît que l'Égypte est extrêmement importante dans la formation de l'identité romaine. Et je vous montre un autre exemple de Caracalla. Donc, vous avez des œuvres comme ça qui sont très surprenantes, hein. Et ça a été trouvé en Égypte. C'est un portrait de l'empereur Caracalla, mais avec le némès, vous voyez, c'est cette espèce de coiffe là qui est typique des pharaons, qu'on trouve dans l'art pharaonique. Mais vous avez vu, autant Auguste il était représenté à l'égyptienne, de profil, avec le torse de face, bon, comme vous voyez les codes de l'art égyptien, autant là, vous avez Caracalla avec sa barbe et son visage naturaliste, on le reconnaît en plus, d'ailleurs c'est vraiment à la manière romaine, mais avec le némès égyptien. Et vous avez toute une production à ce moment-là d'art égyptien et romain, qui est une espèce de mélange où on va retrouver les dieux grecs, les dieux romains, les dieux égyptiens mélangés ensemble. C'est presque une nouvelle civilisation finalement qui se construit. C'est une période qui n'est pas tellement appréciée des égyptologues, parce que c'est une période qui est, alors encore une fois je passe ce terme, mais on considère un peu comme impur, enfin c'est affreux de dire ça, mais mélangé en fin de compte, où d'un seul coup on n'est plus dans l'Égypte idéale. Alors que moi c'est une période que je trouve fascinante, justement à cause de ces mélanges, et des choses étranges comme ça qui se produisent. Vous avez des tombes où il y a des peintures, où les dieux romains sont représentés avec des ombres et des lumières en 3 dimensions, et à côté le dieu égyptien de façon plate, stylisée, avec la manière égyptienne. C'est-à-dire qu'on associe le style à la divinité aussi, par moment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant. Alors, pendant ce temps-là en Italie, je vous parlais d'égyptomanie, ben là, vous en avez un exemple, l'image suivante. Ça, c'est à Pompéi, mais ça, vous en avez plein d'exemples de ça, ce qu'on appelle les paysages nilotiques. Voilà. Alors, les paysages nilotiques, ce sont les Romains qui imaginent l'Égypte et qui vont décorer leur maison, les Romains riches hein, évidemment, qui décorent leur maison de motifs, de figures qui représentent l'Égypte. Alors l'Égypte imaginée par les Romains et par les descriptions de ceux qui sont revenus,
Et donc là, vous voyez, alors on représente l'Égypte toujours peuplée de pygmées. Donc c'est une sorte de vision, voilà, romaine. Donc vous avez ces personnages de pygmées, vous avez le Nil, et vous avez des crocodiles. Alors ils sont un peu bizarres, hein, parce qu'encore une fois, c'est le peintre sans jamais vu de crocodile de sa vie. Il y a un hippopotame aussi, voilà. Et il y a des maisons qui correspondent aux descriptions qu'il y a à l'époque voilà, des maisons égyptiennes. Et donc les combats hommes-animaux, les ibis, les lotus, voilà. Et ces paysages qui représentent, encore une fois, dans l'idée des Romains, qui représentent l'Égypte. Alors nous on voit ça, on trouve pas ça égyptien du tout. Hein. Nous on sait à quoi ressemble l'Égypte. C'est la grosse différence. C'est très très courant. On va trouver également parfois des images qui sont elles vraiment dans le style égyptien. On peut trouver des motifs égyptiens et ça permet de rappeler que l'Égypte est présente en Italie, notamment par le culte d'Isis qui va séduire les Égyptiens, les Romains, pardon, et qui vont importer en Italie et dans les provinces romaines le culte d'Isis. Enfin, c'est surtout Isis. Alors déjà, à ce moment-là, l'histoire d'Isis, alors je ne refais pas toute l'histoire mythologique, hein, mais Isis, Osiris et Horus, ils changent un peu. Donc Isis, elle reste Isis. Horus est mélangé avec une sorte de Jupiter, il y a ce qu'on appelle Sérapis, en fin de compte, qui est un personnage égyptien, mais de l'époque romaine. Donc Isis et Sérapis. Et vous avez Horus aussi qui est parfois présent dans l'art romain. Il y aura des temples d'Isis, il y en avait à Pompéi, il y en avait un à Rome très important qui s'appelait l'Iseum Campensis, qui était situé dans Rome. Et alors, ce temple d'Isis et ce culte d'Isis, alors par exemple Auguste il aimait pas trop ça, il trouvait que c'était une sorte de secte finalement. D'autres empereurs eux vont bien aimer le culte d'Isis et c'était regardé comme un culte quand même qui était toléré mais qui était un peu voilà en fonction des empereurs c'était plus ou moins bien vu. Un peu comme tous les cultes orientaux, hein, la Diane d'Éphèse, Cybèle, Mithras, etc. Il y avait certainement des temples d'Isis aussi en Gaule mais qui étaient transformé avec les divinités gauloises. Je vous montrerai un exemple après. Juste pour vous dire, le temple d'Isis était situé à côté du Panthéon, où il y a aujourd'hui l'église Santa Maria sopra Minerva, donc dans Rome, et lors de fouilles qui ont eu lieu à la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, régulièrement on a retrouvé comme ça des morceaux de ce bâtiment. Qu'on connaît plus ou moins bien du point de vue archéologique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, ce que vous voyez, donc le chapiteau en forme de fleur de lotus, ou ces frontons cintrés, comme ça que l'aigle égyptien. Alors, ça fait égyptien. Ça fait un peu égyptien Hollywood, on est d'accord. C'est un style égyptien imaginé par les Romains. Mais le temple devait être de style égyptien. Encore une fois, il y avait une volonté de rappeler cet exotisme architectural, en fin de compte, en accord avec le culte qui s'y célébrait. Alors ici, vous avez une peinture très connue hein, qui vient du temple d'Isis à Pompéi et qui montre, alors c'est Ovide notamment qui va dans les Métamorphoses faire référence à ça, les Romains, se basant sur les Grecs, vont associer la déesse Isis avec la légende de la nymphe Io, vous savez, qui était bien-aimée de Jupiter, enfin comme toutes, et qui va être cachée du regard de Junon en étant transformée en génisse, en fin de compte, donc en vache. Et dans une version, quand elle redevient, voilà, quand Junon a pitié d'elle et lui redonne à sa forme humaine, elle va aller en Égypte où elle sera accueillie par Isis. Et donc là, vous avez, elle est portée par un triton, elle a ses petites cornes qui rappellent voilà, c'est voilà, sa forme animale précédente, et elle arrive en Égypte et elle est accueillie par Isis. Alors Isis est habillée à la romaine, hein. Isis a un serpent autour du bras, elle a les pieds sur un crocodile, et derrière, vous avez les prêtres égyptiens avec ce qu'on appelle des sistres, ces instruments comme ça, ces sortes de hochets comme ça, qui étaient utilisés. Donc on va trouver comme ça, il y a plein d'exemples comme ça de thèmes égyptiens et de syncrétisme hein, entre les croyances égyptiennes et les croyances romaines, et c'est très très courant ça à Pompéi, même dans la déco, ça peut être religieux, ça peut aussi ne pas être religieux, c'est vraiment quelque chose qui est courant. Là, un exemple, donc voilà, c'est un exemple romain. Alors bon, je fais ma pub. Hein. Je fais ma pub parce que c'est une figurine qui est au musée Sainte-Croix à Poitiers. Il y en a une à Angoulême aussi, mais on en trouve un peu partout hein, dans les musées français. Donc c'est la déesse Fortuna, qui est une déesse gallo-romaine. Elle tient un gouvernail parce que la fortune dirige. Voilà. Et si vous regardez sur sa tête, elle a ce qui ressemble à une sorte de coiffe. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en fait, c'est une stylisation. Enfin, c'est le résultat d'une grande stylisation des plumes qui décorent la tête d'Isis et du disque solaire, voilà, qui étaient copiées, recopiées, re-recopiées,
et ça devient ça. Donc c'est Isis Fortuna, c'est un mélange, encore une fois, une déesse, qui est un mélange de plein d'origines. Et alors, un des exemples les plus connus de cette égyptomanie romaine, c'est bien sûr la pyramide de Caius Cestius à Rome, que vous avez peut-être déjà vu si vous avez été à Rome, qui a été construite par un général de l'époque d'Auguste. Alors peut-être quelqu'un qui avait été en Égypte, hein. Il y avait deux pyramides comme ça qui existaient à Rome. Une a été détruite avec l'agrandissement du Vatican au XVIe siècle. Celle-ci existe encore, celle-ci est plus grande. La pyramide de Caius Cestius, qui est une tombe, donc qui a vraiment la fonction égyptienne de la pyramide. Par contre, effectivement, elle est beaucoup plus pentue, hein, que les tombes, que les pyramides égyptiennes. Pensez que pendant des siècles, et jusqu'au XVIIe siècle, et je veux dire même le XVIIIe, hein, pour être vraiment radical, mais au moins jusqu'au milieu du XVIIe siècle, pour les Européens, les pyramides, c'était ça. Parce que quasiment personne n'avait voyagé en Égypte, hein. Et donc le seul exemple qu'on avait de pyramides qu'on connaissait, c'était celle de Cestius. Et donc on prenait ça comme d'argent comptant, on pensait que les pyramides égyptiennes étaient pentues. Et donc quand vous regardez les gravures anciennes, elles ont cette forme-là, en fin de compte. Donc un autre exemple. Bon, là, on est beaucoup plus tard, hein. Vous voyez, on est au IVe siècle après Jésus-Christ, donc ça va très tard. Ça vient d'une basilique romaine, où vous voyez, c'est une sorte de sol en mosaïque de pierre. Et si vous regardez les personnages, mais alors ça, vous avez ça à Pompéi déjà au 1er siècle, hein, vous avez les figures, vous voyez, qui sont de profil et qui reprennent les attitudes des dieux égyptiens, enfin des personnages égyptiens. Ils n'ont pas forcément de signification, ça peut être du décor aussi, mais on va trouver, il y a plein d'exemples comme ça de mosaïques, de peintures, de style égyptien, dans l'art romain, en fin de compte. Et ce qui est bien connu, ce sont les obélisques, puisque les Romains, quand ils ont conquis l'Égypte, ça a commencé avec Auguste, et ça a duré, mais vous voyez jusqu'à Domitien, Trajan, voilà, régulièrement, ils ramenaient d'Égypte, alors ça devait être une entreprise faramineuse, ils ramenaient les obélisques, parce que ça les fascinait. Les obélisques que les Égyptiens faisaient en granit d'Assouan, qui étaient dressés devant les pylônes des temples, les Romains les démontaient, les mettaient sur des embarcations. Alors ça fait, quand on voit à quel point ça a été compliqué à l'époque de Louis-Philippe pour ramener l'obélisque de Luxor à la place de la Concorde, on peine à imaginer comment les Romains faisaient à l'époque. En tout cas, les Romains l'ont fait. Ils ont ramené ça à Rome et ils les ont relevés dans le Circus Maximus, dans les cirques, voilà, dans les bâtiments publics de Rome. Celui-ci, qui est devant le Panthéon, il n'a pas beaucoup bougé parce qu'il était dans l'Iséum, il vient du temple d'Isis, justement. Ils ont été abattus avec l'invasion romaine, l'invasion des barbares, pardon, enfin les grandes invasions. Les papes, à la fin du Moyen-Âge, les ont redressés, les ont remis comme ça sur les places. Et encore une fois, c'est les obélisques romains, c'était les seuls exemples qu'on avait en Europe de hiéroglyphes. Et c'était ce qu'on connaissait des hiéroglyphes, c'était ça, et c'était que ça. Parce qu'encore une fois, quasiment personne n'avait été en Égypte, en fin de compte. Alors là où il y a une deuxième égyptomanie qui devient très forte, en fait c'est au IIe siècle, c'est l'époque d'Adrien. Auguste va inaugurer avec Axiome, il y a cette grande vogue au 1er siècle de l'égyptomanie. Et ensuite, à l'époque d'Adrien, on va en voir une deuxième qui vient notamment à cause de son compagnon. Donc vous connaissez l'histoire. Donc Adrien s'était entiché d'un jeune homme dont on ne sait finalement pas grand-chose, qui s'appelait Antinous, qui était donc une grande beauté. Et Antinous, on sait qu'il est mort en Égypte. On ne sait pas trop comment. Et là où il est mort, il y a une ville qui a été fondée par Adrien, et il va être réifié, enfin déifié, il va devenir une divinité. Et il y a des temples à Antinous qui vont être dressés dans l'Empire romain. Et Antinous est souvent représenté dans l'art de l'époque d'Adrien. Adrien avait une somptueuse villa aux portes de Rome, la Villa Adriana, vous avez peut-être déjà visité en allant en Italie, hein, les ruines sont spectaculaires, ça se visite. Et alors, on a ces deux, ce qu'on appelle des télamons, donc c'est des sortes des atlantes, hein, des hommes colonnes, qui datent donc du IIe siècle après Jésus-Christ en granit. Le choix du granit est une référence à l'art égyptien. Là, le costume et la pose rappellent l'art égyptien. Par contre, la musculature, on voit que c'est pas égyptien, hein, on voit que c'est romain quand même. Et encore une fois, ces deux télamons qui vont être redécouverts, je crois, à la Renaissance, alors ils vont fasciner les artistes, ils vont être copiés, reproduits, imités, et ça va, comme les obélisques, ça va être la référence pour l'art égyptien
pendant très longtemps chez les Européens. Voilà un autre exemple d'Antinoïs en Osiris. Et alors ces sculptures-là sont très courantes. On en fait des copies au XVIIIe, au XIXe siècle. C'est ce mélange, qui est le léger déhanché, mais par contre il y a le némès, le pagne, et c'est un mélange comme ça des références égyptiennes et des références romaines. Et juste pour vous dire que l'empereur Théodose, va lui aussi ramener un obélisque d'Égypte, mais c'est un obélisque qui était cassé. Oui, il s'arrête un peu net parce qu'il manque la partie basse. C'est la partie haute de l'obélisque. Et celui-là a été installé sur l'hippodrome de Constantinople, où il se trouve toujours aujourd'hui. Et comme il en fallait deux, et que ça n'avait qu'un seul, l'autre obélisque de Constantinople, c'est un faux obélisque. Il a été construit à cette époque-là, au IVe siècle, et il est construit avec des pierres. C'est-à-dire que normalement, un obélisque, c'est monolithique. Hein, voilà. Là, il est fait en plusieurs pierres. Donc on en trouve également un à Constantinople. Alors, avec le Moyen-Âge, à la fin de l'Empire romain, c'est vrai que l'Égypte, on connaît l'Égypte. Les connaissances des Romains étaient déjà assez limitées. Hein. Les Romains, déjà, ils comprenaient plus ou moins bien l'Égypte. Il faut bien dire les choses. Le Moyen-Âge européen, lui, on ne peut pas dire qu'il ne le connaissait pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'égyptomanie dans le Moyen-Âge européen. Par contre, il y a des exemples sporadiques, très, très, on va dire, localisés, et ce ne sera pas forcément stylistique, à une ou deux exceptions près. L'Égypte, on connaît comment? L'Égypte, on connaît par la Bible, en fin de compte. On connaît la Genèse, on connaît l'histoire de Moïse, on connaît l'histoire de Joseph, et on connaît dans les textes apocryphes l'histoire de la fuite en Égypte, qui dans l'art du Moyen-Âge est représentée comme si ça se passait au quotidien dans l'Europe, donc il n'y a pas de référence, on ne trouvera pas de pyramide ou de référence à l'Égypte dans les représentations de la fuite en Égypte, dans l'art évidemment européen du Moyen-Âge. L'Égypte, on le connaît par la Bible, et évidemment la référence absolue c'est la Bible. Pendant des siècles, c'est le cas. Donc, est-ce qu'on va trouver des motifs égyptiens dans l'art du Moyen-Âge? Alors oui, on peut en trouver en Italie, normalement. Alors, là, vous avez un exemple. C'est les mosaïques de la basilique de Saint-Marc à Venise, des mosaïques qui datent du XIIIe siècle, et qui représentent une scène de la Bible. Voilà. Vous avez Joseph qui surveille le blé, vous savez qu'il va faire un rêve prémonitoire, et il va... Non, c'est pas ça, c'est le pharaon qui fait un rêve prémonitoire, pardon, et c'est Joseph qui va lui interpréter, lui dire que l'Égypte menace, il y a une menace terrible de famine, et qu'il faut donc mettre le blé dans les greniers. Et donc là, on représente, donc vous voyez, c'est Joseph qui demande aux agriculteurs égyptiens de ranger le blé de faire des stocks de blé pour prévenir la famine. Et les greniers à blé sont représentés comme des pyramides. Et ça, il y a une référence très précise. C'est un auteur chrétien qui s'appelle Grégoire de Nazianze qui raconte que les pyramides égyptiennes, c'était les greniers, c'était pas des tombes, parce qu'il voit pas l'intérêt de faire une tombe comme ça. Voilà. Lui-même, il a dû se baser sur autre chose. Et il y a eu un débat au Moyen-Âge, et on trouve encore au VIe siècle, les pyramides, c'est des greniers ou c'est des tombes. Au XVIIe, on sait que on a abandonné l'idée du grenier. Mais ici, il y a quelques exemples, il n'y en a pas beaucoup, le plus connu c'est celui-là. Et ça, c'est la plus ancienne représentation, connue du moins, des pyramides, même si c'est pas censé être des pyramides, dans l'art européen. Et vous avez vu qu'elles sont très pentues, parce qu'elles rappellent, encore une fois, l'artiste a dû se baser sur peut-être ce qu'il avait vu à Rome, c'est-à-dire la pyramide de Caius Cestius. Si on va à Rome, on peut trouver des sphinx du Moyen-Âge. Alors, ils sont assez géniaux. Alors, on voit très bien que c'est des sphinx qui ont été sculptés par quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce que sont les sphinx de l'Égypte. L'atelier des Cosmatis, c'est un atelier d'une famille de mosaïstes qui ont fait des magnifiques sols à Rome et en Angleterre, à Westminster, je crois que le sol est en mosaïque cosmatèque, ce qu'on appelle le style cosmatèque. Et dans l'art des cosmatis en Italie, on trouve régulièrement des sphinx et des lions égyptiens, qui sont des copies de statues égyptiennes, des vraies statues égyptiennes de sphinx, qui se trouvaient à Rome et qu'on connaissait parce que les Romains les avaient ramenées. Et ça servait de décor à l'Iséum, au temple d'Isis, et ensuite ça avait été réutilisé, voilà. Et donc on avait des exemples sous les yeux, et des copies, et ensuite des copies de copies, et des copies de copies de copies, et on se retrouve avec ça. Et donc vous avez l'homme et la femme. Alors, ce qui est marrant, c'est que lui, il a une barbe, hein, donc c'est pas très égyptien, et moi j'adore, c'est le grand sourire de l'autre, hein, qui a un énorme sourire, donc je vous ai mis une autre photo, voilà. Et il se trouve, ces deux sphinx, dans le cloître de Saint-Jean de Latran, justement à Rome.
Il y en a plusieurs qui existent, on en connaît une vingtaine, hein, comme ça, de sphinx. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les sculpteurs se disaient qu'ils étaient en train de se référer à l'Égypte, et donc peut-être à l'Antiquité, à la Bible. Est-ce qu'ils se référaient à l'époque romaine, parce que peut-être que eux croyaient que c'était romain, après tout, ou est-ce que simplement c'est un motif qu'ils avaient sous les yeux et qu'ils ont eu l'idée de réinterpréter? Ça, on ne le sait pas, en fin de compte, et on ne peut pas vraiment le savoir. En tout cas, voilà, c'est à peu près le seul exemple que je connaisse vraiment d'égyptomanie stylistique dans le Moyen-Âge européen. Quant à la mythologie égyptienne, alors on la connaît vraiment très très mal. On la connaît, alors rappelez-vous, hein, les hiéroglyphes, on ne les comprend pas. On connaît les textes romains, qui eux-mêmes étaient des réinterprétations justement de la mythologie égyptienne. Et ce qu'on va connaître d'Isis, par exemple, ici, donc vous avez cette très belle enluminure hein, qui date du XVe siècle et qui illustre un texte de l'auteur italien Boccace, que vous connaissez sûrement par le Décaméron. Mais là, c'est dans un autre livre qui s'appelle Des claires et nobles femmes, où il fait le portrait des dames illustres de l'histoire humaine. Et il y a une entrée consacrée à Isis. Alors pourquoi Isis? Parce qu'au Moyen-Âge, en se basant sur la mythologie, alors sur les auteurs qui eux-mêmes ont réinterprété les textes romains, Isis devient Io. Io, la nymphe, et Isis, c'est la même personne. C'est arrivé en Égypte, elle devient Isis, elle prend le nom d'Isis, et c'est la reine d'Égypte, et quand elle meurt, on en fait une déesse. Et donc on croit qu'elle a existé. C'est Isis, reine d'Égypte. D'ailleurs, elle a une couronne là, sur la tête. Et alors là, ce qui a présenté, c'est Isis. Alors si vous connaissez un peu la mythologie, vous savez que dans le vrai mythe égyptien, Osiris est coupé en morceaux par son ennemi Seth, et Isis va récupérer dans le Nil, va récupérer tous les morceaux du corps d'Osiris qu'elle va recoller ensemble avec des bandelettes, d'où l'origine des momies en fin de compte, et elle va le ressusciter en fin de compte. Et donc là, c'est la représentation, alors c'est amusant parce qu'elle a un vent pour le blé, et elle est en train de récupérer, alors elle est habillée comme une princesse de Bourgogne, enfin voilà, c'est une représentation assez amusante de la mythologie égyptienne interprétée par le Moyen-Âge européen au travers de ce qu'on comprend du mythe égyptien. Voilà un texte qui décrit Isis, dans la mer des histoires, publié en 1488. On la peignait comme une fort belle pucelle, couverte et vêtue d'un fin roquet de lin, entremêlé de lettres d'or. En sa tête porte une couronne d'or, et en son front, des cornes de bœuf. C'est pas totalement faux, hein, le coup des cornes de bœuf, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Là, vous avez le pavement de la cathédrale de Sienne. Là, on est à la fin du XVe siècle. Et là, c'est bien compliqué. Parce que il faut que je vous parle de ce personnage, qui est un personnage dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est Hermès Trismégiste. Alors, qui est-il, ce mystérieux Hermès Trismégiste? C'est un personnage qu'on va beaucoup trouver dans les textes philosophiques de la Renaissance, du XVIIe siècle. C'est un personnage mythique. Hein, il n'a pas vraiment existé. Les auteurs romains y font référence. C'est Clément d'Alexandrie le premier à en parler. C'est un personnage qui aurait vécu à l'époque des Égyptiens. Les auteurs romains font référence au Moyen-Âge et à la Renaissance, surtout à la Renaissance, et donc il n'y a aucune raison de mettre en doute ce qu'ils racontent. Donc, à la Renaissance, Hermès Trismégiste, pour eux, c'est un personnage historique, il a vraiment existé. Et d'ailleurs, il y a écrit en dessous, Hermès Trismégiste, contemporain de Moïse. Il aurait vécu à l'époque de Moïse. Et son savoir était tel, il avait un savoir, c'est lui qui avait tout le savoir des Égyptiens. Parce que les Égyptiens, c'est eux qui avaient la sagesse, c'est eux qui avaient les connaissances, un savoir qu'ils mettaient dans des écritures mystérieuses, hein, qu'on ne peut pas déchiffrer, qui sont les hiéroglyphes en fin de compte. Et ce savoir venait d'Hermès Trismégiste. On connaît ça par des textes, on lui attribuait des textes, qui sont des textes antiques, qu'on a dit, que Clément d'Alexandre a dit être de lui, ce qu'on appelle les textes hermétiques. Le mot hermétique vient d'Hermès Trismégiste. C'est l'origine de tout cet ésotérisme lié, entre autres, à l'Égypte, hein, qu'on va trouver jusqu'à nos jours. Hein, il y a encore des livres qui sont publiés sur le sujet. Et ici, Hermès Trismégiste est représenté dans le pavement de la cathédrale de Sienne. Et il faut savoir que la Renaissance italienne est passionnée d'Égypte. On parle toujours de la redécouverte de l'époque romaine et grecque, ce qui est évidemment vrai, mais on oublie aussi que la Renaissance adore l'Égypte. Alors pas du point de vue du style, hein, pas les bâtiments égyptiens qu'on ne connaît pas bien, encore une fois, on connaît très mal, mais au niveau, on va dire, justement de l'ésotérisme, du mystère, de la magie, des langages mystérieux qu'on a envie de comprendre, comme ça.
Et je peux vous dire que plus d'un a prétendu comprendre et expliquer l'art égyptien. Juste un exemple, parmi beaucoup, si vous allez à Viterbe, en Italie, la jolie petite ville de Viterbe, vous avez un musée municipal, et au musée, vous avez ce relief, comme ça, qui se trouvait initialement dans la façade du palais public de la ville, depuis le XVIe siècle, fin du XVe, et c'est très bizarre, ce de montage, que ça, il y a deux profils, il y a un arbre, comme ça, stylisé, et vous avez un texte en dessous en latin. Ça, en fait, ça me permet de raconter l'histoire de ce drôle de personnage, qui s'appelait Giovanni Nani, qui est un clerc, un religieux de la fin du XVe siècle, originaire de Viterbe, et qui était un intrigant, on peut le dire. Il était certainement très savant, il avait prêché les croisades, etc. Il avait sans les dents qui riaient le parquet aussi, et il avait réussi à devenir le secrétaire personnel du pape Alexandre Borgia. Il va devenir le conseiller des Borgia, en fin de compte. Et Giovanni Nani avait prétendu traduire les hiéroglyphes égyptiens. Alors il faut savoir qu'à peu près vers la même époque, on va découvrir un manuscrit qui s'appelle le manuscrit d'Or-Apollon, ou Horus Apollon, qui est un manuscrit d'un auteur romain, certainement, du IVe siècle après Jésus-Christ, qui explique les hiéroglyphes et qui présente la traduction des hiéroglyphes. Sauf que l'auteur qui parle de ça, il ne comprend rien lui-même aux hiéroglyphes. C'est un auteur qui visiblement ne connaissait pas vraiment la civilisation égyptienne, et il explique les hiéroglyphes par le biais d'allégories et de symboles. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est ce qui va conforter l'Europe dans cette interprétation que les hiéroglyphes égyptiens, un œil, c'est un œil, et ça veut dire par exemple le regard, ou ça veut dire la vision. Alors aujourd'hui, on sait que c'est pas ça du tout, c'est des phonèmes en fin de compte, mais à cette époque-là, on y croit dur comme fer. Et alors, sans même se référer à ce manuscrit, Annius de Viterbe, qu'on appelle parfois Nani de Viterbe, donc ce fameux Giovanni Nani, Annius de Viterbe va découvrir. Alors, on avait longtemps voulu faire croire que, évidemment, les Égyptiens ou le savoir égyptien était venu jusqu'en Italie, et les Borgia voulaient faire croire que leurs ancêtres remontaient jusqu'aux Égyptiens. Comme souvent, les grandes familles qui ont du pouvoir voulaient faire croire qu'ils étaient les descendants des Césars, qu'ils étaient les descendants. Voilà. Les Borgia étaient fascinés par l'Égypte. Et donc, ils voulaient faire croire qu'ils descendaient des Égyptiens. Et ce qui est formidable, c'est que Giovanni Nani va réussir à trouver les preuves archéologiques que c'était le cas. C'est quand même balèze. Voilà. Et il va découvrir en 1491, découvrir avec des gros guillemets, ce relief sous la cathédrale de Viterbe, et il va expliquer que ce qui est représenté, donc cet arbre et les deux têtes, c'est un texte, en fin de compte égyptien, qu'il va traduire. Alors voilà ce qu'il va traduire, c'est la traduction du texte qui est en dessous. Et voilà ce qu'il explique, il dit, donc ça veut dire ça, je suis le roi Osiris, Jupiter le juste, qui domina l'univers, et qui est venu avec la muse Xanthe aux abords de l'Italie, à savoir aux sources du Danube. Je suis le roi Osiris qui, appelé par les Italiens, a triomphé de leurs oppresseurs en les attaquant des deux côtés. Je suis Osiris qui a enseigné aux Italiens à labourer, à semer, à faire le vin, et qui leur a laissé ses deux neveux pour gouverner sur la terre et sur la mer. Là, vous apprenez certainement beaucoup de choses, que l'Italie a été fondée donc par le roi Osiris, en fin de compte. Alors, c'est sûr que ça nous fait sourire, et ce qui nous fera peut-être encore plus sourire, c'est quand je vous expliquerai que le relief avec l'arbre est en réalité un relief qui date du XIIIe siècle, donc de l'époque gothique, un relief ornemental qui vient certainement de la cathédrale, et les deux têtes viennent, pareil, sont d'une autre époque, et viennent d'un autre monument, et que Giovanni Nani, en fait, il a collé ça ensemble, il a fait une espèce de collage, et il a raconté ça. Et alors, régulièrement, il trouvait des reliefs qui disaient que les Borgia, qui parlaient des descendants, etc. Alors, tout ça, évidemment, ça lui a donné une place très très confortable, mais ça lui a pas porté chance parce qu'il a fini empoisonné par Cesare Borgia. Bon, ça finit bien pour personne à cette époque, sachant que ça vous montre un peu comment certains charlatans, en ont bien profité. Ici, vous avez les appartements Borgia du Vatican, qui sont des pièces rarement montrées. D'ailleurs, c'est très dur de trouver des bonnes photos de ces pièces. Elles ont été peintes par l'artiste Pinturicchio au XVe siècle, à l'époque de Giovanni Nani, et représentent différents épisodes de la Bible, mais aussi de la légende d'Isis et d'Osiris.
et ça vient notamment des textes de Giovanni Nani et de la volonté des Borgia à raconter, à faire croire qu'ils descendaient des Égyptiens. Voilà une des peintures qui représente Jupiter, voilà, ici, Junon, ici, et la fameuse génisse Io, qui va devenir, Isis, arrivée en Égypte. Et une autre version, une autre peinture, où vous avez Moïse, alors de gauche à droite, Moïse jeune, Isis assise sur son trône, la reine d'Égypte, et Hermès Trismégiste. Comme je vous dis, ils étaient contemporains. Et alors voilà ce que ça donne. Alors par contre, vous voyez que c'est différent des épisodes, ça représente notamment le culte du taureau Apis. Par contre, vous verrez qu'il n'y a aucune volonté de faire style égyptien. C'est vraiment le style de Petruchio, Botticelli, enfin c'est vraiment à l'époque le style des peintures de cette époque-là. Il y a une exception, c'est un détail, il faut vraiment regarder de près. Vous avez, regardez sur ce pilier, il y a une sorte d'oiseau avec un serpent qui peut faire vaguement égyptien, mais surtout, il y a deux têtes masculines qui ont ce qui ressemble à un MS, que Pinturicchio a dû copier sur des statues qu'il a vues à Rome, voilà, ça rappelle un peu les sphinx de Saint-Jean de Latran, donc c'est sûrement inspiré d'eux, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'exemple égyptien. Il n'y a qu'un seul exemple connu, enfin vraiment connu, d'égyptomanie stylistique de la Renaissance italienne. Là, c'est les successeurs, c'est le cardinal Pompeo qui a commandé justement à Giulio Clovio, qui est un très grand peintre d'enluminure de cette époque-là, ce qu'on appelle le Missel Colonna, non pas Corona, mais là c'est comme ça, qui a cette page, c'est une seule des pages du Missel, qui, alors faut bien regarder, si vous regardez tout autour, vous voyez, il y a des obélisques, il y a des figures égyptiennes, vraiment à l'égyptienne, c'est-à-dire avec cette civilisation. Si vous regardez, alors je ne sais pas si je peux vous l'indiquer, mais si vous regardez tout à fait en bas, à votre gauche, on retrouve une variation sur les antinoüs qu'on a vus tout à l'heure. Il y a les sphinx avec les petits amours qui sont grimpés dessus. Ben ça vient des sphinx qui se trouvaient près du Panthéon. Donc en fait, les modèles, on les connaît, on les retrouve. Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'exemples. Une volonté de faire aussi égyptien que ça. D'ailleurs, ça s'explique plus ou moins bien dans ce manuscrit. Et c'est la seule page qui est comme ça dans le manuscrit. Il y a un autre exemple aussi, c'est les peintures de Raphaël au Vatican, où il a copié, voilà, le fameux Télamone de la Villa d'Adrien, voilà. Et ça, c'est des détails qui se trouvent dans les chambres du Vatican. Et un exemple, ce Télamone, on le retrouve en France. Le premier exemple d'égyptomanie en France, c'est au château de Fontainebleau. C'est cette petite porte qui ouvrait sur le jardin, jadis. Et de chaque côté de la porte, on retrouve, alors là c'est des femmes, donc c'est inspiré sûrement c'est des copies de dessins inspirés d'eux, enfin encore une fois il y a plein de variations, mais elles ont le némès à l'égyptienne, et donc voilà, c'est le plus ancien exemple connu que je sache en tout cas, d'égyptomanie dans l'art français. On est vers 1530. À la Renaissance, alors vous avez ça, qui est incontournable. C'est une gravure qui reproduit un relief qui se trouvait dans l'église de San Lorenzo hors les murs à Rome et qui avait été déplacée au XVIe siècle et mise au Capitole, tellement on l'a considérée importante. En fait, c'est une pierre qui d'origine venait du fronton d'un temple romain et qui représente, c'est une frise qui représente des objets sacrificiels, donc des objets liés au culte des dieux romains, en fin de compte. Vous voyez une proue de bateau, enfin il y a des objets symboliques, mais qui sont à la fonction religieuse. Ce relief, on ne sait pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose, ça fait partie des mystères de l'histoire de l'art. Au XVe siècle, on s'est mis en tête, en Italie, que c'était des hiéroglyphes égyptiens. Alors on est d'accord, ça ne ressemble pas du tout, mais enfin bon, c'est ce qu'on croyait, et on était persuadé que c'était un texte, que c'était une phrase. Et on va l'interpréter notamment avec ce fameux manuscrit dont je vous parlais, le manuscrit d'Horus Apollon, en fin de compte. Et alors, de là va venir tout un langage de la Renaissance, en fin de compte, qui est ce qu'on appelle le langage des hiéroglyphes, le langage des emblèmes. En voilà un exemple, l'exemple le plus connu, et c'est un auteur qui va l'utiliser dans un ouvrage qui a un titre un peu accouché dehors, l'Hypnerotomachia Polyphélie, qu'on traduit en français par le songe de Polyphile, un auteur vénitien, c'est Francesco Colonna, et qui écrit ce roman un peu hermétique, c'est un roman à tiroir qui raconte un rêve, un personnage qui s'endort, qui rêve dans un rêve, enfin voilà, je vous passe les détails, mais c'est un roman qui est très 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 populaire au XVIe et encore au XVIIe siècle, et que plus personne ne lit à part les historiens d'art aujourd'hui. Et alors, dans ce roman,
il y a des très belles gravures qui font partie du texte, et le personnage, il croise des reliefs antiques avec des images qui sont inspirées de la frise de San Lorenzo, et les nymphes qui l'accompagnent lui expliquent ce que ça veut dire. Et donc, vous voyez ça, par exemple, cette série de phrases, elle le traduit par « Sacrifie généreusement ton outil au Dieu de la nature, peu à peu tu lui feras don de ton âme, et il te prendra sous sa protection. Charitablement, il guidera ta vie, il lui épargnera les souffrances. » Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on a pu comprendre ça avec ça? Alors après, voilà, à partir de Russe Apollon et avec la logique des philosophes de la Renaissance, je dis un exemple, bon, voilà, vous allez avoir voilà, sacrifie, bon, vous avez un bucrane, vous avez voilà, donc sacrifier sur l'autel, donc ici symbolisme du sacrifice, l'œil sur une semelle, par exemple, voilà, te prendra sous sa protection, c'est tiré par les cheveux, hein, on est d'accord, mais le langage de la Renaissance est codifié et adore fonctionner comme ça. Et les motifs de la frise de San Lorenzo, on les trouve dans l'art de la Renaissance, en Italie, puis en France, en Espagne, en Belgique, et on les trouve jusqu'au début du XVIIIe siècle. Ça passe de mode au XVIIIe. Mais on va trouver cette référence-là très très souvent dans l'art de l'époque. Un seul exemple, voilà, une peinture de Sebastiano del Piombo, le portrait du navigateur Andrea Doria. Vous voyez, il se tient debout, il fait un geste, et devant lui, il y a un parapet où on retrouve, vous voyez, des symboles qui viennent de la frise de San Lorenzo, en l'occurrence des symboles maritimes. Pour un armateur, c'est logique. Mais là, la référence, elle est explicite. Ce sont vraiment les motifs qui viennent de la frise de San Lorenzo et qu'on retrouve notamment dans le Songe de Polyphile. Vous avez plein d'exemples. Hein. Là, vous avez au Palais du Thé, bon, je passe rapidement parce que ça, c'est un temps limité, mais vous avez là la peinture du Palais du Thé, construite par les Gonzague à Mantoue, où là, il y a carrément des hiéroglyphes qui sont reproduits. C'est des vrais hiéroglyphes égyptiens, mais ça ne veut rien dire, évidemment, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc c'est inspiré de ce qu'il y a sur les obélisques romains, mais la signification échappe totalement. Et les figures qui sont dans les carrés, à droite et à gauche, vous avez une aiguière et un plateau rond. Ça vient de la frise de San Lorenzo. Mais il faut se dire que pour eux, c'est égyptien. Pour nous, ça ne l'est pas. Mais pour la Renaissance, c'était l'Égypte. Si on avance un peu dans le temps, l'Égypte, c'est aussi les 7 merveilles du monde. C'est d'ailleurs la seule des 7 merveilles du monde qui existe encore, déjà à cette époque-là. Et alors, on mélange obélisque, pyramide. Hein. On ne sait pas très bien ce que c'est. Et là, vous avez une gravure de la fin du XVIe siècle, les pyramides, imaginées par un graveur flamand à la fin du XVIe siècle. Alors, vous savez, c'est quand même un peu du délire, on est d'accord. Il représente le pharaon avec une sorte de couronne. Il y a une sorte de pyramide à degrés, qui est une sorte d'obélisque, avec devant voilà, les motifs, on dirait la frise de San Lorenzo, mais qui reproduit sur des obélisques. Alors, c'est voilà, cette image-là qu'on a de l'Égypte. Et c'est Égypte égale bizarre, hein, ici, hein, dans l'esprit de cette époque-là. Et alors, on commence à voir, à la fin du XVIe siècle, au tout début du XVIIe, des voyageurs qui vont en Égypte, qui vont revenir, qui vont décrire des choses. On va parler des pyramides, on va les représenter, bon, souvent elles sont trop pentues, hein, c'est celle de Cestius, et il y a bien sûr le Sphinx, qui se trouve à côté des pyramides. Or, le Sphinx à l'époque, ça vous le savez peut-être pas, mais le Sphinx, nous aujourd'hui, on le voit en entier. Mais jusqu'au 19e siècle, hein, jusqu'au milieu du 19e siècle, je crois même bien fin 19e, il était enterré dans le sable jusqu'au cou. Et il n'y avait que la tête qui déplaçait. Et donc, les auteurs romains et les voyageurs disaient qu'en Égypte, il y avait une gigantesque tête, parfois de femme, à cause d'une émesse, on croyait que c'était une femme, une tête de statue colossale qui était construite à côté des pyramides. Donc ça, on est dans le livre d'Alexandre Thévet, qui était la cosmographie de Levant, c'est les atlas hein, de la Renaissance française, et voilà le Sphinx, en fin de compte, tel qu'on l'imagine. Donc c'est vraiment une tête, c'est une description, hein, donc une tête qui sort de la terre, bon ben voilà, le dessinateur, il présente ça comme ça. Alors il y a des choses un peu bizarres, là, voilà par exemple, ça c'est le Sphinx, alors ça, voilà, donc c'est très approximatif, mais voilà, tel qu'on imagine, le Sphinx tel qu'on l'imagine, là c'est en Allemagne, en 1579. Voilà un autre objet que vous ne connaissez pas, qui se trouve dans une vitrine obscure du musée de Turin, du musée égyptien de Turin. Un objet qui n'intéresse quasiment plus les égyptologues, ça c'est sûr, éventuellement les spécialistes de l'Antiquité,
c'est vraiment un objet qui a disparu de sa célébrité, alors que cet objet, cette grande plaque, comme ça, qu'on appelle la Mensa Isiaca ou la table Isiaque, c'est un objet, donc c'est un objet en métal émaillé, en fait c'est une sorte de travail de niellage métallique, hein, c'est un objet quand même assez précieux, a été découvert à Rome en 1525, donc au tout début du XVIe siècle. Et alors, cet objet a été tout de suite acheté par le cardinal Bembo, qui était un riche prélat de l'époque, et a été l'objet de convoitise. C'était considéré comme un des objets archéologiques les plus importants connus à l'époque, la table Isiaque. Pourquoi? Alors, on ne voit pas très bien dans cette photo, donc on en a fait des gravures, voilà une gravure du XVIIe, et les gravures qui copient la table ont énormément circulé. Et alors ça a été une découverte, mais vraiment extraordinaire. Pourquoi est-ce que c'était aussi connu? Alors, si je vous montre ça, vous voyez, ça fait égyptien. Les personnages sont égyptiens, il y a des hiéroglyphes, il y a tout. Il y a presque tous les dieux égyptiens qui sont représentés. C'est qu'on a compris à l'époque que c'était le panthéon égyptien dans tous les dieux, avec les textes, et ça a été interprété au XVIe et au XVIIe siècle comme la pierre de Rosette. Donc on a dit, voilà, ça, c'est ce qui va nous permettre de comprendre les hiéroglyphes, de comprendre vraiment la mythologie et les dieux égyptiens, et c'était la référence, encore une fois, un des seuls objets en Europe qu'on pouvait voir qui était égyptien, voilà, et qui était la référence. Elle va être étudiée en long, en large et en travers par tous les savants du XVIe et du XVIIe siècle. Plusieurs vont essayer d'en proposer des interprétations. Les graveurs, les créateurs, les artistes vont se baser sur ça. D'ailleurs, Giulio Clovio, pour la page du manuscrit que je vous ai montré, prend des modèles sur ça. On va trouver des exemples encore au XVIIIe siècle qui sont basés sur ça. Voilà, c'est la seule source qu'on a pour avoir de l'art égyptien. Alors, le problème de cette plaque, et la raison pour laquelle aujourd'hui plus personne s'y intéresse, alors vous allez dire, vous en doutez, hein, que c'est encore une fois un objet un peu dangereux. En fait, alors c'est pas un faux. C'est pas un faux qui a été fait de toutes pièces. C'est un objet qui date de l'Antiquité, mais c'est une création romaine. Donc c'est un objet qui date peut-être du 1er siècle après Jésus-Christ ou du 2e. Il a été trouvé à Rome. Il vient peut-être de l'Iséum ou peut-être d'une collection d'amateurs, on ne sait pas trop. Mais c'est un objet qui a certainement été fabriqué à Rome, dans le style égyptien, peut-être par des artisans égyptiens, enfin, voilà, on ne sait pas. Mais ce n'est pas un objet égyptien, en fin de compte. Voilà, ça n'a pas été fait en Égypte. Et la raison qui nous permet de dire ça, et ça, Champollion, il a étudié, hein, il a confirmé, et ça depuis tout le monde l'a vu et tout le monde est unanime, les hiéroglyphes ne veulent strictement rien dire. C'est un objet qui était peut-être même simplement un objet décoratif, en fin de compte. Les dieux qui sont représentés, certains existent, d'autres on ne sait même pas trop qui c'est, et donc c'est un objet qui n'est absolument pas utilisable pour comprendre l'Égypte. Voilà. C'est comme, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si quelqu'un du futur voulait comprendre, je sais pas, voulait comprendre l'Égypte en se basant sur le film La Momie avec Bela Lugosi, hein, voilà, ou avec, bon, je sais pas, avec Yul Brynner. Bon, voilà, vous voyez un peu, c'est à peu près la même chose. Du coup, c'est un objet qui est erroné. Ce qui m'amène à ce personnage que j'aime bien, dont on s'est beaucoup moqué, alors que c'est quand même un des plus grands savants du XVIIe siècle, Athanas Kircher, qui est un jésuite romain, il habitait à Rome, et qui avait un cabinet de curiosité. Donc c'est un des plus grands savants de l'époque, qui avait une curiosité pour tout. Il était fasciné par la science, par les mathématiques, par l'histoire, l'archéologie, la religion évidemment, et il a énormément écrit, enfin il a fait des quantités de publications. Il était intéressé par la théorie d'optique aussi, donc au niveau de l'art, il a écrit des choses qui sont tout à fait intéressantes, et il était passionné de l'Égypte. Et il a écrit plusieurs ouvrages sur l'Égypte, dont un qui est resté célèbre, et dont on s'est beaucoup moqué, surtout après Champollion, qui est, alors je montre un exemple, voilà, ça c'est dans la Oedipus Aegyptiacus, donc l'Oedipe égyptien, en fin de compte, où il parle de l'Égypte et des dieux égyptiens, à partir de son savoir. Alors, il a étudié, il a été faire des relevés exacts des obélisques, il a étudié tous les objets qu'il pouvait voir dans toutes les collections qu'il pouvait obtenir, possibles et imaginables, il a lu tous les auteurs de l'Égypte, et il a publié, alors pour lui c'était la référence, il a publié la traduction des hiéroglyphes. Le problème, c'est que cette traduction des hiéroglyphes est basée sur les relevés des obélisques de Rome, qu'il a traduit avec le manuscrit d'Horus Apollon et la table Isiaque. Donc, inutile de vous dire qu'il est
enfin, on peut pas faire beaucoup plus à côté de la plaque que ça. Mais c'est facile de rire. Il ne pouvait pas faire autrement. Il a fait ce qu'il savait de son époque. Et on s'en est beaucoup moqué. N'empêche que c'est quand même le premier à dire, parce qu'il parlait le copte, et il dit que pour lui, la langue des Égyptiens devait ressembler au copte qui est parlé par la population copte en Égypte à son époque. Eh bien, Champollion avait eu la même intuition, il a repris la même idée, et il avait raison, Kircher. La langue des pharaons, c'est la langue copte. Et heureusement que Champollion a pris ça sur Kircher, et Champollion parlait le copte. Parce que sinon, Champollion, il aurait traduit des lettres, mais il n'aurait pas compris ce que ça voulait dire, en fin de compte. Donc, on peut se moquer voilà, le relevé de Kircher des pyramides. Alors bon, après Kircher, il a fait tout un ouvrage où il explique que les Chinois sont les descendants des Égyptiens parce que leur écriture vient. Bon, c'est vrai que ça devient un peu délirant pour nous aujourd'hui, mais pour les connaissances de l'époque, c'était la référence en fin de compte. Je vous montre aussi en peinture un exemple célèbre de Nicolas Poussin, La fuite en Égypte, où Nicolas Poussin, le peintre français qui vivait à Rome, a représenté la Sainte Famille, devant un temple égyptien, avec un obélisque, une statue d'Anubis, et alors des ibis et des bâtiments et une procession qui sont copiés de la mosaïque nilotique qui se trouve à Préneste, à Palestrina, où il y a une très belle mosaïque du Temple de la Fortune qui ressemble à la fresque de Pompéi que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, il la connaissait par une copie de cette peinture qui se trouvait à Rome, chez un collectionneur qu'il connaissait, et il écrit dans une lettre qu'il a voulu que sa peinture soit exacte, et donc il a représenté la Sainte Famille en Égypte, en se basant sur ce qu'il pouvait connaître de l'Égypte, ces reliefs-là. Donc c'est intéressant, parce que c'est le début où on essaye quand même, dans les peintures, de faire des choses vraisemblables. Vous noterez que les femmes égyptiennes sont allées, elles sont vraiment présentées comme, voilà. Donc il y a une vraie volonté. Après, c'est une Égypte voilà, européenne du XVIIe siècle. Mais Nicolas Poussin est un des premiers peintres à vraiment vouloir faire quelque chose qui est exact du point de vue scientifique. Je vous montre juste ce grand tableau, qui lui est beaucoup moins connu, qui est de la même époque, qui est l'œuvre d'un peintre français de Toulouse, Hilaire Pader, qui est un peintre assez connu à Toulouse apparemment, qui représente le triomphe de Joseph. Donc c'est l'Ancien Testament. Joseph est porté voilà, sur un char en Égypte, auprès de la cour de Pharaon. Alors Joseph à la tête du peintre, c'est sa famille qui est au premier plan, bon ils ont tous des têtes Louis XIII, bon c'est assez drôle. Mais encore une fois, le peintre il essaie de représenter l'Égypte. Regardez, vous avez des détails comme l'obélisque, on retrouve des symboles certainement inspirés de Kircher, de la Mensa Isiaca et peut-être aussi de la frise de San Lorenzo. Un sphinx qui est bon, une sphinge, hein, mais bon, qui est quand même vaguement égyptien. Et cette femme, alors ça j'en parle rapidement, vous allez dire que c'est pas égyptien ça. Souvent, au XVIe, XVIIe siècle, vous verrez dans les tableaux des femmes avec des coiffes comme ça, de grands chapeaux plats recouverts de tissu et attachés sous le menton. Ça, ce sont des chapeaux et des vêtements que les Européens mettaient sur des personnages qui représentent des gitans, en fait. Cette femme, c'est une gitane. N'oubliez pas qu'en Europe, le mot gitan, ça vient d'Égyptiens, en fin de compte. Parce qu'on croyait que les gitans venaient d'Égypte. Aujourd'hui aussi qu'ils viennent d'Inde. Mais à l'époque, on croyait qu'ils venaient d'Égypte. Donc, quand on présente des gitans, c'est aussi une forme d'égyptomanie à cette époque-là. Mais ça, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Et donc, Hilaire Pader, dans son tableau, nous montre une égyptienne telle qu'il imagine habiller telle que les Égyptiens s'habillent, donc comme une gitane, en fin de compte. Voilà. Donc tout ça, c'est encore une fois la vision de cette époque-là de l'Égypte. Je passe rapidement. Voilà, vous avez Versailles. Alors, il y a l'égyptomanie. Alors, dans l'art baroque, on va trouver des sphinges. Alors, c'est souvent un mélange. Il y a une espèce de côté un peu exotique, des sphinx, parfois effectivement avec des figures chinoises ou avec des figures grecques. À Versailles, vous avez effectivement des sphinges comme ça avec des petits amours. Il y a tout un travail à faire sur l'égyptomanie à Versailles. Hein. Vous avez l'opéra de Isis, qui va mélanger encore une fois les dieux romains et les dieux égyptiens. Il y a eu une fête égyptienne qui a eu lieu aussi à l'époque de la princesse de Conti. Donc, tout ça, c'est des choses qui restent à étudier. Il y a une statue d'Isis qui se trouvait à Versailles, qui était voilà. Donc, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très étudié.
qui est peut-être pas aussi important que d'autres références à Versailles, mais il y a effectivement aussi une égyptomanie française du XVIIe siècle. Alors après, je vous montre, hein, à partir du XVIIIe, les choses commencent à changer un peu. Au XVIIIe siècle, les, euh, les, euh, les élites, en fin de compte, les philosophes, se désintéressent un peu de l'Égypte. On cherche de moins en moins à traduire les hiéroglyphes. Hein. C'est trop bizarre, trop ésotérique, trop fou. On préfère le rationalisme, on préfère les lumières. Voilà. Et donc il y a le goût pour l'Égypte. Alors il garde une certaine forme, mais il n'est plus le même. Le côté cabinet de curiosité, tout ça, ça disparaît un peu. Là, vous avez une gravure du début du XVIIIe siècle par un architecte allemand qui s'appelait Fischer von Erlach, qui est un des premiers à représenter comme ça les monuments d'Égypte. Vous voyez, c'est encore très approximatif. Hein. Regardez le sphinx, c'est la tête qui sort qui sort du sable. Là où il y a une tombe géante, c'est un mélange de grec et d'égyptien. Et les motifs de la tombe au milieu, là, ce petit carré, sont les motifs de la frise de San Lorenzo. Ça reste encore très relatif. Mais on peut trouver quelques exemples. Encore une fois, donc là c'est un exemple assez étonnant. À Dresde, vous avez ce musée extraordinaire, donc chez les lecteurs de Saxe. Vous avez cet hôtel qui a été fait par un des grands orfèvres allemands de l'époque, Dinglinger, qui est un objet, alors ça sert à rien, hein, c'est une sorte d'objet comme ça de collection, un objet de prestige. Quelque part, c'est un peu les cabinets de curiosité, mais c'est les cabinets princiers, en fin de compte, fabriqués avec de l'or, des pierres précieuses, et entièrement décorés de motifs qui viennent de la table Isiaque. Je vous mets juste un détail, vous voyez, un sphinx, des vases canopes, voilà. C'est quelque chose qui est assez curieux, assez étrange, qui n'est pas si courant dans l'art de l'époque. Je vous dis, hein, le goût pour l'Égypte reste quand même quelque chose de très spécialisé, d'excentrique. Hein, on voit une sorte d'excentricité hein, dans ce genre d'objet. Mais c'est incontournable. Hein, les objets de Dinglinger, il y en a plusieurs. Hein, il y a j'ai dû mettre un autre détail. Voilà, ça c'est la barque d'Apis qui fait partie de cet hôtel. C'est des jouets pour milliardaires. Hein, c'est ça. Hein, c'est des objets comme ça avec de la nacre, des pierres précieuses. Et cette barque du taureau Apis est totalement copiée de la gravure d'après la Mensa Isiaque. Voilà, je vous ai mis la gravure au-dessus et en dessous la barque d'Isis. En 1731, en France, un écrivain qui s'appelle Jean Terrasson, je crois qu'il était abbé, je crois que c'est l'abbé Terrasson d'ailleurs, publie ce livre qui s'appelle Sétos. Sétos, où vit tiré des monuments anecdotes de l'ancienne Égypte, traduit de manuscrits grecs. Traduit très très librement de manuscrits grecs, pour ne pas dire inventé. C'est un roman, en fin de compte. C'est une fiction. D'après une histoire vraie, bon, c'est toujours vendeur de dire ça, qui relate l'histoire initiatique d'un jeune homme dans une Égypte plus ou moins inventée par l'auteur, par l'abbé Terrasson. Or, cet ouvrage va avoir un succès phénoménal, totalement oublié aujourd'hui, hein, mais il raconte des rituels initiatiques un peu inquiétants, un peu effrayants, qui ont lieu dans l'ancienne Égypte. Le public va prendre ce roman comme de l'argent comptant. Il va se passer avec Sétos un peu ce qui s'est passé à notre époque avec Da Vinci Code, qui est un roman de fiction, mais qui est écrit avec des références à la réalité, suffisamment pour que les gens le prennent pour la réalité, et qu'à l'époque où c'est sorti, il y a des gens qui, voilà, c'est le succès peut-être un peu plus que ce que ça aurait dû avoir, puisque ça a été pris pour quelque chose, voilà, pour d'argent comptant. Il s'est passé la même chose avec Sétos. Et on a cru, avec ce roman, qu'il y avait effectivement des rituels initiatiques, comme ça, un peu inquiétants, avec du feu, de l'eau, comme ça, qui se faisaient en Égypte antique. Notez que ce roman va servir d'influence, notamment, de point de départ, pour la création de ce qu'on appelle le rituel égyptien chez les francs-maçons, en fin de compte. Et c'est vrai que dans l'art maçonnique, vous avez plein de références à l'Égypte, aux temples, aux pyramides, voilà, cette idée d'initiation qui vient des textes hermétiques hein, aussi, hein, qui vient justement de ça, et des références à Hermès Trismégiste. Notez aussi que le texte, grosso modo, la trame de Sétos se retrouve beaucoup plus tard dans l'œuvre d'un autre franc-maçon, qui est Mozart, dans la trame de la flûte enchantée, en fin de compte. Donc ça commence avec ce roman-là. Et là, vous avez une gravure, enfin non, c'est pas une gravure, c'est une peinture d'ailleurs, enfin une aquarelle, d'un Français, Jean-Michel Moreau le Jeune,
qui date, là on est à la toute fin du XVIIIe siècle, scène d'initiation chez les Égyptiens, qui est inspirée du roman de Terrasson, où on voit, c'est très curieux, on voit dans une espèce de chambre souterraine, donc c'est très Indiana Jones, hein, tout ça. On a une chambre souterraine, il y a un personnage avec une coiffe de pharaon au premier plan, et deux personnages d'ailleurs qui assistent à la scène. Il y a des figures qui sont attachées à des roues, enfin ils subissent des sortes de rituels. Il y a le rituel du feu à droite visiblement, il est plongé dans l'eau, il y a le rituel de l'eau, donc il y a l'eau, le feu. Et alors au XVIIIe siècle, vous avez plein d'artistes, bon parfois souvent francs-maçons, qui vont justement s'inspirer de cet univers-là, et donc là c'est une image maçonnique, hein, qui vont être utilisées. Alors, les francs-maçons, vous voyez donc les parcs, comme le parc Monceau à Paris, comme le jardin d'Ermenonville, ou ici à Potsdam, hein, voilà, vont être décorés parfois sous forme de parcours initiatiques, avec des obélisques, des pyramides, des hiéroglyphes, alors qui ont un sens qui est celui du XVIIIe siècle, qui n'est plus celui de l'Égypte antique. Et un exemple célèbre à Potsdam, où vous voyez des symboles carrément d'alchimie, hein, sur la pyramide, mélangés avec des hiéroglyphes plus ou moins corrects. Et donc, toute cette référence franc-maçonnique, voilà, elle est directement liée à l'Égypte. Et ça, l'imagerie égyptienne se trouve encore dans l'imagerie maçonnique contemporaine. Hein. C'est quelque chose qui est resté. Quant à l'art égyptien, ben on n'aime pas tellement ça en fait. Ben, ça dépend qui. Je vous ai dit, siècle des Lumières, on préfère la lumière, etc. On aime le rationalisme. Et qu'en dit Winkelmann? Alors il y a eu plusieurs ouvrages hein, depuis la fin du XVIIe siècle où on parle de l'art égyptien. Il y en a eu publié en France, il y en a eu publié en Italie. Winkelmann, lui, il publie le sien en 1764, l'histoire de l'art chez les anciens, qui était la référence, parce que c'était le dieu, voilà, on va dire, de la connaissance. Il n'adorait que les Grecs. Pour lui, tout venait des Grecs. Les Romains, déjà, c'était moins bien parce qu'ils avaient tout pris aux Grecs. Les Grecs, les Grecs, les Grecs. Il s'est presque senti obligé de parler des Égyptiens parce qu'il n'aime pas l'art égyptien, Winkelmann. Et vous noterez que, alors c'est amusant, vous avez le chapitre 2 de l'art chez les Égyptiens, les Phéniciens et les Perses, il met tout ça ensemble. Et alors, c'est illustré avec un sphinx plus ou moins à l'égyptienne. Et voilà ce qu'il en dit. Il va expliquer que l'art égyptien, alors, il veut surtout lutter contre l'idée que l'art égyptien ait pu inspirer l'art grec. Voilà, pour plein de raisons dont je vous ai déjà parlé au tout début de mon intervention. Et voilà ce qu'il dit. Le peu d'estime que l'on avait pour des artistes en Égypte est une nouvelle raison de l'état de la médiocrité où l'art y persévéra jusqu'à la fin. Ils étaient comptés parmi les manœuvres et le bas peuple. Personne ne s'adonna aux beaux-arts par goût et par inclination. Le fils y suivait la profession de son père, dans tous les états et les métiers. Chacun se faisait un devoir sacré de mettre le pied sur la trace de celui de son prédécesseur, de sorte que, dans cette nation servilement imitatrice, personne ne fit un pas de soi-même. Avec de tels principes, il ne pouvait se former différentes écoles d'artistes, comme dans la Grèce, et ceux qui exerçaient l'art en copiant ceux qui l'avaient exercé avant eux étaient privés de l'éducation et des autres circonstances capables d'élever leurs âmes à l'idée du grand et du beau. Pour Winkelmann, alors il reproche à l'art égyptien sa monotonie, qu'elle n'évolue pas, comme l'art grec, où il y a eu l'art grec archaïque, classique et mystique. Là, pour lui, c'est toujours pareil. En plus, il va lui reprocher, alors ce qu'on reproche à l'art égyptien, c'est sa lourdeur, sa froideur, son côté macabre, son côté inquiétant. Il finit quand même par avouer un peu plus loin que c'est quand même techniquement bien fait, que c'était des bons artisans. Voilà. Mais que ça ne peut pas être beau, en fin de compte. On ne peut pas trouver ça beau. Alors c'est drôle quand il dit on ne peut pas s'adonner aux beaux-arts, mais ça c'est des notions qui sont des notions du XVIIIe siècle, hein, qui sont totalement anachroniques. Mais c'est le reproche qu'il fait spécialement à l'art égyptien. Et c'est vrai que l'art égyptien, on n'aime pas ça. Or, il y en a un qui va le défendre, à la même époque, et qui répond, finalement, d'une certaine manière, à Winkelmann. Et c'est très intéressant de voir ce qu'il en dit. Vous le connaissez peut-être, c'est Piranèse, le grand graveur célèbre pour ses prisons, le grand graveur italien Piranèse, et il va écrire ça dans un livre qui a été écrit en 3 langues, et qui s'appelle, c'est un livre sur les cheminées, hein, donc voilà, ça s'appelle différentes manières d'orner les cheminées et toute autre partie des édifices, tirées de l'architecture égyptienne, étrusque et grecque. Et alors, Piranèse va défendre son choix de ne pas faire référence qu'au classicisme des Grecs et des Romains. Il va défendre l'art égyptien, parce qu'il adore ça, en fin de compte. Et il ne se contente pas juste de dire qu'il adore ça.
il va expliquer pourquoi il adore ça, et pourquoi on ne peut pas dire que l'art égyptien soit laid, et que les arguments, comme quoi c'est monotone, c'est macabre, c'est lourd, ça fait peur, comme quoi c'est pas, c'est un argument esthétique en fin de compte. Je vous montre un exemple, voilà, qui vient de cet ouvrage-là, et qui est un décor qui a vraiment existé, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a existé par un café, qui se trouvait à Rome, un café fréquenté par les Anglais, donc on appelle ça le café des Anglais. Et ce café était très visité par les touristes romains riches de l'époque, parce que, à cause de ce décor, qui était étrange, ça passait quand même pour bizarre, hein, l'art égyptien à ce moment-là, et il va réaliser, alors c'est inspiré un peu de la Mensaï Zaka, enfin de toutes les références que je vous ai montrées avant, hein, vous connaissez tout maintenant, hein, on a un peu fait le tour. Il a fait ce café, et voilà ce qu'il dit. C'est très intéressant. Plusieurs pensent que l'architecture égyptienne et étrusque ne présente que des manières dures et hardies. Ceux-là désapprouveront sans doute l'usage que j'ai fait, dans mes planches, de l'une et de l'autre, pour orner les cabinets, où l'on ne doit employer que le léger et le délicat. Ils me demanderont raison de tant de morceaux unis ensemble dans ces cheminées à l'égyptienne, dont la plus grande partie, pour ne pas dire, tous ayant été des symboles, ne paraissent pas s'accorder dans la signification. Or, quant à la première de leurs demandes, je réponds que le grotesque a aussi ses beautés et réjouit la vue. Et un peu plus loin, il dit « Les hommes aiment trop la variété pour se contenter toujours des mêmes décorations. Nous aimons à entremêler le gai avec le sérieux, et même avec le pathétique. Jusque dans l'horreur des batailles, nous découvrons des beautés. Et du milieu de la crainte, on voit sortir le plaisir. » Assez intéressant, parce qu'il dit « D'accord, il y a des hiéroglyphes, on ne sait pas ce que ça veut dire. » Alors, plus loin, il va dire que c'est du décor, donc c'est pas très grave. Et après, il dit quand même, c'est intéressant, le grotesque a ses beautés, il réjouit la vue, et ce qui fait peur, ce qui est macabre, il y a une forme de plaisir, il y a une beauté dans le macabre. Il y a une beauté dans ce qui écrase, dans ce qui inquiète, dans ce qui fait peur, et c'est ça qui est la particularité de l'art égyptien. C'est ce qui fait que l'art égyptien n'est pas l'art grec, n'est pas l'art étrusque, par exemple. Et alors, il va proposer des exemples de cheminées. Alors ça, c'est une des étrusques. Voilà. Je vous les mets en premier, parce que alors lui, il appelle ça style étrusque, et si vous regardez sur la frise au-dessus de la cheminée, comme ça, vous verrez qu'il y a les objets de la frise de San Lorenzo. Piranèse ne les considère pas comme égyptiens, il est né avec les Étrusques. Et c'est la dernière fois dans l'art occidental qu'on voit apparaître cette frise, une fois pour toutes. Après, elle disparaîtra de l'iconographie européenne. Et voilà un exemple d'une cheminée à l'égyptienne réalisée par Piranèse. Alors, il part de la peur, il part de l'inquiétude, il part du côté macabre. Ah, c'est vrai que c'est lourd, c'est mastoc. Et on peut dire, c'est quand même un peu moche. C'est vrai que c'est pas ce que Piranèse a fait de mieux. Et c'est vrai que ces cheminées, même si elles ont inspiré pas mal de créateurs, notamment au XIXe siècle, elles sont assez mastoc, elles sont pas très belles. Et bon, peut-être parce que le style égyptien n'est pas très bien compris, mais il faut reconnaître que même encore aujourd'hui, même pour qu'on comprenne mieux, c'est rarement très réussi. L'égyptomanie, comme ça devient vite, en fait, ça tombe vite dans le kitsch. Et là où ça marche bien, l'égyptomanie, c'est quand c'est du kitsch assumé aussi. Quand il y a ce côté Las Vegas finalement, hein, voilà, qui ressort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouvera plus tard dans les cinémas hollywoodiens, etc. Un autre exemple, voilà, j'en ai eu plusieurs, avec des figures qui viennent de la Mensaï Zaka. Et un exemple d'illustrateur français, Jean-Louis Després, Tombeau imaginaire, c'est la même époque. Et vous voyez, on parle de beauté dans la peur. Et là, vous avez carrément une statue avec une tête de squelette, un MS, qui tient alors cette espèce de fumée comme ça terrible. Il y a deux lions de chaque côté, il y a la tombe derrière, c'est ultra macabre. Mais là, on est dans Indiana Jones, hein. On est dans, je sais pas moi, les pochettes de death metal, on est dans de toute une imagerie égyptienne qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, qu'on associe, qui finalement n'a rien de très historique, hein, mais qui est cette image, et même à l'époque, alors là, ce qui est particulier, c'est qu'on s'en fiche que ce soit pas historique, hein. À ce moment-là, on s'inspire de l'Égypte pour créer quelque chose d'un peu imaginaire, et ça, c'est quelque chose qui est resté. Et il y a le côté visionnaire de l'Égypte. Toutes ces constructions de la Révolution, du début du XIXe siècle, associées souvent à des monuments qui sont des monuments théoriques, qui existent en papier,
il n'y a pas assez de carrière en France pour réaliser des bâtiments pareils. Hein. Les constructions, Boulet, c'est un très grand architecte, mais il n'a rien construit quasiment. Il a fait des projets visionnaires qui sont dignes des films de science-fiction et qui sont directement inspirés des bâtiments colossaux de l'Égypte. Qu'à ce moment-là, on commence à bien connaître quand même, hein, parce que là, on circule, on voyage, les gravures, voilà. La connaissance commence quand même à se développer. Et donc, il imagine comme ça des pyramides assez extraordinaires. Et notez que l'imagerie égyptienne, alors à la fois aussi à cause de la franc-maçonnerie, mais aussi avec les idéaux de la République, on va la voir apparaître, elle va être beaucoup utilisée par les révolutionnaires. Là, vous avez la fontaine de la régénération qui a été dessinée par David sur les débris de la Bastille et qui a présenté une déesse, voilà, je vous mets le détail, voilà une sorte de déesse inspirée d'Isis qui, de ses seins, versait de l'eau. Et donc c'est une fontaine qui n'existe plus, hein, évidemment, qui n'a pas duré longtemps, mais on peut trouver de l'imagerie égyptienne dans l'iconographie de la Révolution également. Et Mozart, bon, la flûte enchantée, c'est pas le premier opéra hein, à prendre pour sujet égyptien. Vous avez déjà Mozart lui-même hein, qui a fait Thamos, roi d'Égypte avant. Vous avez quelques opéras égyptiens déjà 1770 dans ces années-là. Et là, vous avez les célèbres décors de Schinkel, qui sont parmi les plus beaux hein, pour la production de 1815 de la flûte enchantée. Puis là, vous avez donc le Palais Massimo à Rome, qui rappelle peut-être qui est inspiré des décors que Piranèse avait fait pour le café des Anglais. Ça nous donne une petite idée de ce que ça pouvait donner, voilà, à l'époque où ce café existait. Et quelques exemples de projets égyptiens, encore une fois, qui n'ont jamais été réalisés. Là, un projet pour transformer le Panthéon de Paris en enlevant la coupole et en faisant un temple, temple de la République, voilà, en forme de pyramide, par l'architecte Charles de Vailly, donc Dieu merci, ça n'a pas été fait. Là, vous avez un monument à l'honneur de Napoléon, qui aurait été construit sur le mont Sny, en forme de pyramide, avec un intérieur gothique, d'ailleurs, c'est amusant. Ce qu'aurait pu être le Père-Lachaise, si Brongniart l'avait réalisé comme son projet initial. Donc, encore une fois, hein, la pyramide de Khéops au milieu du Père-Lachaise. Encore une fois, ça n'a pas été fait. Ou ça, extraordinaire, un projet gigantesque pour régler le problème des cimetières trop pleins à Londres en 1829. Thomas Wilson qui va proposer de faire une immense pyramide gigantesque, presque encore plus grande que les égyptiennes, avec des chambres pour servir d'ossuaire et qui permettait non pas d'enterrer dans le sol, mais d'enterrer en hauteur, avec un obélisque qui se trouvait au-dessus, et encore une fois, Dieu merci, ça n'a jamais été fait. Alors après, à partir du 19e, à partir de Champollion, inutile de vous dire que là, l'Égypte envahit les cimetières, les monuments funéraires, les reliefs, etc. Une des premières en France, c'est celle de Gaspard Monge au Père-Lachaise, qui date de 1820, et qui a vraiment le fronton à aileron comme ça des temples égyptiens. Et après, vous en trouvez jusqu'en 1930, hein, des tombes avec des inspirations égyptiennes, voire des pyramides. Même à Poitiers, on en a dans le cimetière. C'est très courant à partir du 19e. Mais là, on est après, évidemment, la campagne d'Égypte. Là, je vous montre vite fait une peinture de Louis Gauffier, qui est un peintre français du XVIIIe siècle, qui a réalisé ce tableau pour un Anglais, qui s'appelait Thomas Hope, La fuite en Égypte, qui s'inspire peut-être de celle de Poussin, et qui représente, encore une fois, la famille qui se repose dans des ruines égyptiennes, des vraies ruines égyptiennes. À l'arrière-plan, vous verrez, il y a des pyramides. Ça commence à ressembler à l'Égypte, même si la végétation, c'est pas tout à fait ça. Petit à petit, l'Égypte va faire son apparition aussi dans les arts visuels, hein, de manière un peu plus affirmée. Et Thomas Hope avait commandé ce tableau à Gauffier, à Rome, à l'époque où le peintre est à Rome, et le tableau devait être présenté dans la pièce égyptienne de Thomas Hope. Alors là, on est au début du 19e, on est après la campagne d'Égypte de Bonaparte, la victoire de Nelson contre l'Égypte. Alors, il y a la fameuse égyptienne l'égyptomanie du retour d'Égypte. Il y a ça en France, il y a ça en Angleterre, et après dans les autres pays européens. Thomas Hope, lui, c'est un banquier en fait, Thomas Hope, enfin, c'est l'héritier d'une famille de banquiers, mais il a dessiné des meubles en fait, il est surtout connu pour ses créations en meubles et en art décoratif, et il avait cette chambre égyptienne chez lui, qui n'existe plus, où il avait créé lui-même les meubles inspirés des tombes égyptiennes. Et donc, le décor était à l'Égypte, et le tableau de Gauffier, on ne voit pas très bien, mais il est accroché à gauche, là, au-dessus d'une cheminée. Et je vous montre juste les meubles que Thomas Hope avait réalisés pour son salon. Les meubles, on les a conservés. Hein. Voilà une banquette, avec un décor égypto-grec,
et il y a un fauteuil aussi, voilà. C'est un mélange de grec et d'égyptien, encore une fois. Vous voyez les accotoirs, vous avez des personnages, vous voyez, qui s'inspirent des statues voilà, de figures égyptiennes. Après, encore une fois, on peut trouver ça très laid, hein. C'est un style qui est mastoc, qui est, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pour une fois, on va vers autre chose, vers une autre esthétique que la sacro-sainte esthétique gréco-romaine. Le goût pour l'Égypte en Angleterre, l'égyptomanie du 19e siècle, elle va aller très très loin, hein. Là, vous avez une caricature, parce que, alors, il y a le style égyptien, il y a les collectionneurs, il y a un engouement pour l'Égypte après la campagne d'Égypte. On va collectionner les statuettes, les masques, les objets. Alors c'est pillé, hein, parce que vous savez qu'on ramène tout ça d'Égypte comme si on était chez nous. Et les caricaturistes vont se moquer de cette obsession pour l'égyptomanie. Là, vous avez un dessin qui est un dessin comique, hein, de Rawlinson, qui s'appelle Les Antiquités modernes. Vous avez un couple qui s'embrasse, voilà, et le monsieur, alors qu'il est en uniforme de soldat, donc peut-être qu'il a fait la campagne d'Égypte, et ils sont dans un salon qui est rempli, mais à foison d'objets, volontairement de mauvais goût, parce que c'est évident quand même que l'art égyptien, c'est pas du meilleur goût, hein, voilà. Et on retrouve d'ailleurs une sorte d'antinoïs, alors un peu affreux, hein, mais un mélange encore une fois d'Égypte et d'Égypte romaine dans cette image. J'avais trouvé dans un journal anglais de l'époque une fausse lettre à l'éditeur que j'ai traduite et que j'ai trouvé trop amusante, donc je vous la dicte, qui se moque encore une fois, comme la caricature, elle se moque de l'engouement pour l'Égypte. Et ça montre à quel point c'était quelque chose dont on pouvait se moquer à l'époque. Donc c'est une lettre imaginaire. Monsieur, c'est moins ma fortune d'être une femme sans goût et d'être épouse d'un homme très honnête qui en a bien trop. Depuis que ce maudit style égyptien est devenu la mode, je n'ai jamais eu un seul instant de confort. Toute la maison, dedans et dehors, a été transformée. Et je crois sincèrement que si je me tracasse jusqu'à la mort, mon mari aura satisfaction à me momifier. Chaque pièce de mobilier, du salon au grenier, doit donner l'impression d'avoir été fabriquée par un artisan ébéniste de Memphis ou du Caire d'il y a 3000 ans. Mon fils aîné joue sur un sphinx en place d'un cheval à bascule, et le plus jeune a un biberon en forme de crocodile. Mon mari a installé un water closet en forme de pyramide, et s'est fait marquer ses chemises d'un lotus. Il parle d'Ibis, d'Apis et de Sir Apis dans son sommeil, et Dieu sait quels autres noms païens, qui, me dit-on, furent plus célébrés en Égypte que Lord Nelson. Sir Apis devait être un baron du pays, mais personne n'a dû entendre parler de ces autres messieurs. Il a mis dans l'entrée une figure en plâtre de vieillard avec des festons sur la tête qu'il nomme Osiris. Les nounous des enfants prennent désormais l'escalier arrière de peur de le voir. Le professeur de musique de ma fille aînée a dû être renvoyé car il ne savait pas lui enseigner le sistre, une chose qui ressemble à un fer à cheval. Je ne sais pas quand cette mode prendra fin, mais je sais que j'ai souffert bien plus de plaies d'Égypte que celles du passé, et je regrette que l'ensemble des ébénistes et des architectes de ce pays ne firent pas partie du convoi de Pharaon quand il traversa la mer Rouge. Voilà, ce texte qui date de 1805. Alors cette fameuse campagne d'Égypte, elle est liée à la fameuse bataille des pyramides. Alors, la campagne d'Égypte, vous savez, ça n'a pas été une réussite militaire, hein. Ça a commencé bien, Napoléon voilà, a conquis l'Égypte face aux Mamelouks, mais les Anglais, tout de suite après, Nelson, voilà, ont bloqué la retraite d'Égypte et ont pris le dessus. En revanche, ça vous le savez, la campagne d'Égypte, ce qui est connu et ce qui fait qu'aujourd'hui elle est restée célèbre, c'est que Napoléon s'est fait accompagner de tout un tas d'artistes et d'artisans pour étudier l'Égypte. C'est une espèce de volonté scientifique, autant que militaire, qui a inauguré aussi la présence française en Égypte. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, hein, vous avez des chercheurs français au Caire, il y a des liens très très forts qui existent entre le Louvre, les centres de recherche et la même chose au Caire et en Égypte. La bataille qu'on a même appelée la bataille des pyramides, parce que ça faisait mieux que dire la bataille du Caire, même si les pyramides n'étaient pas là, quand même. Enfin, s'ils étaient là, mais ils étaient au loin, hein, on ne les voyait pas dans la bataille, on appelait ça comme ça, c'est resté célèbre, et surtout, ce qui en est sorti, c'est ça, c'est la publication de la description de l'Égypte. Donc il y a des dizaines d'artistes et de scientifiques qui ont plusieurs années en Égypte. Pendant ce séjour,
ont fait l'étude des temples, mais vraiment des mesures, des relevés, et une volonté de faire quelque chose de scientifique, de mettre fin, une fois pour toutes, à toutes ces références qu'on avait avant, qui n'étaient pas bonnes, en fin de compte, qui étaient basées, je vous ai dit, sur la connaissance romaine, etc. Là, non, on va à l'origine des choses, et il y a eu un travail sur l'Égypte, d'ailleurs, l'Égypte passée, mais aussi l'Égypte contemporaine. La description de l'Égypte a aussi participé à l'engouement pour l'orientalisme dans l'art français. Et alors, vous avez, par exemple, voilà, des gravures, des relevés qui ont été faits. Donc, voilà à quoi ressemblait le sphinx à l'époque, donc ensablé. Ici, donc, vous voyez, c'est rationnel, les plans, les élévations, comme on le faisait à l'école des beaux-arts avec les temples romains. Hein. Donc, élévation, plan, mesure, échelle. D'un seul coup, il y a le rationalisme qui rentre en jeu. Voilà, un relevé. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, c'est pas un peu romantique, hein, quand même. Hein, voilà, la mise en scène, la découverte du temple au clair de lune. Voilà, ça reste, on est quand même au 19e siècle. Hein. Et vous voyez des relevés. Et alors ça, d'un seul coup, alors c'est pas tout de suite, hein, mais vers le milieu du 19e siècle, ça va devenir la référence. Et encore, même encore aujourd'hui, on peut se référer assez fidèlement aux gravures de la description de l'Égypte. Et la collection complète, il a fallu, voilà, presque 20 ans hein, pour que tout soit publié, avec les planches et les gravures. La collection complète, elle était logée pour les gens les plus riches dans des meubles qui eux-mêmes étaient égyptomanes, voilà, de ce style qui représente les temples égyptiens. Je vous montre des exemples voilà, de créations françaises retour d'Égypte, le surtout de table de Sèvres, qui voilà, représente tout le temple de Luxor, enfin s'est inspiré librement du temple de Luxor avec les pharaons, la rangée de béliers, c'est tout un décor de table, c'est très très long, hein, là c'est qu'un détail, c'est magnifique, hein. C'est tout un ensemble, que Sèvres produit encore d'ailleurs, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'avoir pour chez vous, ça coûte très cher. Voilà, du service égyptien de la Malmaison, oui c'est un sucrier, avec une tête de... Alors ça reste des objets adaptés aux usages modernes, hein. Une toile de Jouy, avec des motifs inspirés de la description de l'Égypte, et même les armoiries de la ville de Paris, parce que Napoléon, en se basant sur voilà, une croyance qui date de la Renaissance, hein, qui veut que Paris soit fondé à l'emplacement d'un temple d'Isis, et que Paris veuille dire par Isis, il y avait des raisons pour lesquelles on croyait ça à l'époque. Ça a été débattu au XVIIe siècle. Ce n'est absolument plus reconnu aujourd'hui par les historiens, on va dire, traditionnels, mais vous trouverez encore, vous regarderez en ligne, des historiens amateurs qui y croient encore dur comme fer et qui défendent hein, cette thèse. Souvent un peu les mêmes d'ailleurs, qui parlent des extraterrestres qui ont construit les pyramides, hein, ça se recoupe un peu, mais cette croyance existe dur comme fer. Et à l'époque de Napoléon, on a mis sur les armoiries de la ville de Paris, le Flutuet Necmergitur avec le bateau, on a rajouté, alors là, pour la voir, elle est sur la proue du bateau, on a rajouté Isis et une étoile. Alors qui n'a pas duré longtemps, hein, vous voyez, ça a duré 3 ans, mais la ville de Paris avait Isis sur son blason pendant 3 ans. Et le bateau, qui est fait le bateau des Nautes, hein, était devenu le bateau d'Isis, celui avec lequel elle a traversé l'Égypte dans le mythe qui, par contre, est le mythe, encore une fois, du Moyen-Âge, hein, et celui de l'Antiquité romaine, c'est pas le mythe égyptien. On n'a pas encore traduit les hiéroglyphes. Voilà. Nous avons autorisé et autorisons, par ces présents signés de notre main, notre bonne ville de Paris, à porter des armoiries telles qu'elles sont figurées et coloriées aux présentes, et qui sont de gueule au vaisseau antique, la proue chargée d'une figure d'Isis, assise, d'argent soutenue par une mer de même, et adextrée en chef d'une étoile, aussi d'argent. Signé Napoléon. Et alors, les constructions égyptiennes à Paris, alors il y a toute une conférence à faire sur Paris l'égyptienne, hein, la fontaine du Fela, voilà, qui reprend l'Antinoüs, ou alors Eugène de Beauharnais, qui va affubler son hôtel du XVIIe siècle avec ce portique qui copie le temple, certainement le temple du Philae, inspiré des gravures du retour d'Égypte. Après, on est d'accord que c'est un peu étrange, parce que ça ne va pas très bien ensemble avec le style, mais c'est typique, encore une fois, de l'égyptomanie française. Et là, il y en a 15 000 exemples. Un exemple provincial, dans la Meuse, où un Théodore Roudet, qui était un ingénieur architecte, peut-être un petit peu ambitieux, a fait un lavoir. C'est qu'un lavoir d'un petit village, hein. Alors c'est très joli, hein, Mauvage, hein, c'est un petit village de la Meuse, et vous avez ce lavoir, et vous arrivez là,
seul à voir, qui est un temple égyptien, avec Antinous, alors, qui est inspiré de la fontaine du Fela. Voilà, alors, il y a des coquilles Saint-Jacques, voilà, il y a tout un tas de décors, et ça montre, voilà, cette popularisation, là on est en 1831, de l'égyptomanie qui va durer tout au long du 19e. Hein. Il y a une grosse phase au début du 19e, ça s'estompe un peu parce que la mode change, ça recommence avec le canal de Suez, et il faudra attendre ensuite les années 1900 pour que ça revienne. Au passage du Caire, à Paris, vous avez des têtes à touriques, donc il y a plein de bâtiments à Paris, le Louvre de Napoléon III, tout ça avec des motifs. Et ça m'amène à Champollion, voilà, notre ami Champollion. Le relevé de la pierre de Rosette, que les Anglais nous ont chouré, mais avant, enfin ils ont chouré aux Égyptiens hein, d'ailleurs, voilà, et nous on l'a chouré aux Égyptiens avant eux, mais cette fameuse pierre de Rosette, qui est écrite en grec, en démotique, donc c'est la langue du peuple égyptien, et en hiéroglyphe, et qui va permettre, enfin, à Champollion, qui parlait le copte en l'occurrence, de enfin comprendre, par la traduction d'un texte à l'autre, d'enfin comprendre la fonction du langage égyptien. Il va avoir beaucoup de mal hein, à se faire accepter, mais en 1823, il va enfin réussir à prouver voilà, qu'il a bien compris voilà, la langue égyptienne. Il va commencer furieusement à traduire les textes. Alors, le texte de la pierre de Rosette, qui n'est pas du tout intéressant, hein, c'est un texte administratif, voilà, mais qui donne les noms des pharaons, qu'il connaît. Heureusement, on connaît les noms des pharaons grâce aux Romains. Et du coup, grâce à ça, voilà, il va pouvoir commencer à tirer les fils de ce qui va devenir, voilà, non plus l'égyptomanie, mais bien l'égyptologie. Mais l'égyptologie ne tuera pas, évidemment, l'égyptomanie. Voilà la signature de Champollion, qui va carrément signer en hiéroglyphe. J'imagine qu'il était très fier de sa découverte. Et voilà, il va lancer la vogue en Europe. Ça, c'est les exemples d'architecture égyptomane en Europe qui vont durer voilà, encore bien, bien longtemps. Alors, à partir de Champollion, effectivement, les choses vont changer. Je vais m'arrêter là. Sur cela, eh bien, j'espère que la prochaine fois que vous regarderez voilà, Indiana Jones et voilà, le Temple maudit ou la momie ou une publicité avec une référence à l'Égypte, vous verrez les choses un peu différemment. Et vous saurez que l'égyptomanie n'est pas quelque chose qui commence avec la campagne d'Égypte, mais elle est bien plus ancienne et n'est pas finie. Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, restera encore très longtemps. Merci à vous, à bientôt en vrai, j'espère, et à une prochaine.